Marie Kondo est décrite sur son site comme une experte du rangement. Ça, en soi, c'est déjà un peu étrange. C'est un peu comme être expert pour faire la vaisselle ou expert pour prendre des douches. J'imagine que certaines personnes le font mieux que d'autres, mais a-t-on vraiment besoin d'un expert? Alors le plus étonnant, c'est que Marie Kondo a exploité son créneau du rangement pour devenir une célébrité mondialement connue. Ses livres ont été traduits dans 40 langues et ont été vendus à plus de 10 millions d'exemplaires, dont 114 000 en France, où ils ont été introduits via un article dans La Parisien. Encore plus fort, elle a atteint le summum de l'influence culturelle dans les années 2020 en décrochant sa propre émission de télé-réalité sur Netflix. Et tout son contenu a un vrai impact sur le comportement des gens. Par exemple, les dons à Goodwill, qui est une sorte d'Emmaüs américain, ont enregistré un bond national aux États-Unis après la sortie de son émission sur Netflix. Et ça a été jusqu'à plus 66% de dons dans la région de Washington. Et donc, c'est une phrase que j'aurais jamais cru dire quand j'étais enfant et que je voulais pas remettre mes jouets à leur place, mais cette dame est devenue multimillionnaire grâce au rangement. Sur les fameux sites « Quelle est la fortune de X ou Y personnalité ?», on nous dit que sa fortune s'élève à 8 millions de dollars. Mais la méthodologie me semble foireuse. En vendant 10 millions de livres, elle aurait gagné entre 10 et 20 millions. Ajoutez à ça la série Netflix qui lui aura rapporté au minimum quelques millions, plus sa certification de consultant en rangement vendue 2500 $ et sa boutique e-commerce, et le total devrait être plus gros que ça. Et oui, j'ai bien dit boutique e-commerce. Parce que Marie Kondo, l'experte qui vous dit de limiter vos possessions pour avoir un logement minimaliste et bien rangé, a une boutique e-commerce sur laquelle elle vend des centaines d'objets, y compris un cuit-vapeur en céramique pour 216 $, des sacs en papier dans lesquels mettre toutes vos possessions dont vous allez vous débarrasser, et le pack de 5 coûte 25 $, et cet étrange objet que vous frappez sur un cristal pour avoir une note, que Marie Kondo transporte apparemment toujours sur elle car elle l'utilise pour se recentrer. En français, ça s'appelle apparemment un diapason, et ça coûte 75 $. Alors il faut que je sois clair, je ne suis pas en train de critiquer. Au contraire, je suis admiratif de ce que Marie Kondo a réussi à construire en partant de l'idée, a priori pas super sexy, du rangement. C'est comme si je découvrais que quelqu'un était devenu multimillionnaire en apprenant aux gens à se brosser les dents. Et si cette même personne avait un business où elle vendait des bonbons, là je serais très curieux. Donc si je suis un peu perplexe face au cristal qui fait ding ding, c'est pas grave, c'est pas pour moi, c'est clair. Mais je suis content que ça existe pour ceux que ça fait vibrer. Pardon. D'autant plus qu'il y a d'autres saveurs de minimalisme dont je suis plus friand. Par exemple, je suis abonné depuis longtemps à la chaîne YouTube de Matt D'Avella. Il a plus de 3 millions d'abonnés, un Patreon et des formations en ligne, donc lui aussi, il a compris comment gagner de l'argent en disant aux gens d'acheter moins de choses. Et surtout, Matt D'Avella a réalisé non pas un, mais 2 documentaires sur Netflix, centrés autour de 2 gars qui se surnomment les minimalistes. Alors c'est sûr que comme nom de marque pour un duo qui parle de minimalisme, on peut difficilement faire plus simple. Mais au niveau de leur contenu, ils sont assez maximalistes, puisqu'en plus de leurs 2 documentaires sur Netflix, ils répètent leur message dans 4 livres et presque 300 épisodes de podcast. Selon mes calculs, rien que leur Patreon rapporte quasiment 1 million de dollars par an. Alors la question est la même que pour Marie Kondo. Pourquoi les gens sont-ils aussi avides de contenu où on leur dit de pas consommer? Pourquoi sont-ils prêts à payer pour qu'on leur dise de rien acheter? Et qu'est-ce que ça nous dit sur la psychologie humaine plus largement? Le minimalisme est clairement une idée nécessaire. Au fil des années, vous allez naturellement acheter des objets qui sont plus ou moins utiles et ces objets vont s'accumuler. Selon certains gourous du rangement, le foyer moyen aux États-Unis aurait 300 000 objets. Ça semble beaucoup, mais apparemment ça compte chaque trombone individuellement. Donc ce chiffre est à peu près aussi fiable que les sites qui vous révèlent la fortune des célébrités. Pour prendre un chiffre plus convaincant, on nous dit aussi que 82% des vêtements sont inutilisés. Mais on n'a pas vraiment besoin de statistiques pour se rendre compte qu'une maison bourrée d'objets est oppressante. Il suffit de voir l'épisode 2 de la série de Marie Kondo où elle aide un couple de retraités à sortir 150 sacs de déchets de leur maison. Ça semble assez évident que dans une société où les entreprises dépensent des milliards pour vous convaincre d'acheter des choses, il y a besoin d'un mouvement pour contrebalancer tout ça. Et ce mouvement, c'est le minimalisme. Cette philosophie vous promet d'économiser de l'argent, de réduire la charge mentale de vos possessions et même de gagner du temps à passer avec vos proches. Mais si le minimalisme vous disait juste « consommez moins et faites le ménage », on n'aurait pas besoin de dizaines de livres et d'émissions sur Netflix. Donc on dirait bien qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Pour Marie Kondo, le but du rangement n'est pas simplement d'éviter les commentaires désobligeants de votre belle-mère quand elle vient dîner. Le rangement selon Kondo, c'est plutôt un rituel spirituel qui touche au plus profond du sens de votre vie. Voilà comment elle décrit sa méthodologie sur son site. Vous demandez ce que vous voulez posséder revient à vous demander comment vous voulez vivre votre vie. Quand vous réévaluez vos possessions et organisez votre maison, vous posez les bases d'une énorme transformation. C'est la magie du rangement. Pour obtenir tous ces bénéfices, il ne suffit pas de déambuler dans votre maison avec un sac poubelle pour y fourrer tous les bibelots qui traînent. Il faut suivre un rituel très précis. Vous allez trier vos possessions dans l'ordre suivant. Vêtements, livres, papier,
objets divers et finalement vos objets sentimentaux. Pour chaque catégorie, vous allez commencer par faire le tour de votre maison et faire une énorme pile avec tout ce que vous avez. Puis vous allez ramasser chaque objet un par un et vous demander « est-ce qu'il me donne une étincelle de joie ?» Si l'objet vous donne de la joie, vous le gardez. Sinon, vous allez remercier cet objet de vous avoir servi pendant des années et vous en débarrasser. Les conséquences peuvent être assez extrêmes. Dans certains cas, le résultat est de jeter quasiment toutes vos photos de famille pour ne garder que les 10 photos que vous chérissez le plus. Donc la marque de fabrique de Marie Kondo, qui est d'ailleurs le titre de son deuxième livre, c'est cette fameuse question. Est-ce que cet objet me donne une étincelle de joie? C'est une manière assez, on va dire, spéciale de ranger sa maison. Certains objets sont pratiques à avoir sans particulièrement donner d'étincelles de joie. Par exemple, je me demande comment la méthode de Marie Kondo gère une brosse à toilette. Du coup, une personne plus pragmatique se serait demandé si cet objet est utile, ou même s'il est nécessaire, ou indispensable. Mais une personne plus pragmatique ne serait pas devenue un gourou mondialement connu. Elle n'aurait pas eu d'émission sur Netflix, elle n'aurait probablement même pas eu assez de matière pour écrire un livre, et encore moins ses 3 suites. Alors c'est sans surprise que les autres gourous du minimalisme proposent des méthodes qui sont aussi extrêmes, même si elles sont pas toujours aussi mystiques. Par exemple, le duo des minimalistes vous propose de mettre toutes vos affaires dans des cartons, comme si vous étiez en train de déménager. Ensuite, vous ne ressortez des cartons que ce dont vous avez besoin au fur et à mesure, et à la fin d'une période donnée, par exemple un mois, vous vous débarrassez de ce qui reste dans les cartons. So this is my room's new fresh decorative design. And as you might notice, the primary decorative elements are cardboard boxes. And whereas normal people might have clothes in their closets, I have more cardboard boxes. En suivant cette méthode, ce youtubeur, The Unlazy Way, s'est débarrassé de 88% de ses possessions. Mais il y a encore plus fort. L'entrepreneur James Altucher a décidé qu'il avait trop de choses dans son appart. Donc un jour, il est parti en voyage et il n'est jamais rentré chez lui. Le bail de son appartement a expiré et il l'a pas renouvelé et il n'a pas non plus pris de nouvel appart. À la place, il a engagé quelqu'un pour venir chez lui et tout jeter, sans exception. She had a whole U-Haul, like 18-wheeler, every single day. She brought her husband, her 2 kids, her cousins, her nephews, and just all day long, every day for a week, they were pulling stuff out of my house and apartment. And I gave her 4 choices. Either keep it for yourself, give it to charity, sell it and keep the money for yourself, or throw an item away. Il a ensuite passé les 2 années suivantes à vivre dans des Airbnb avec toutes ses possessions dans un petit sac. Donc avec tout ça, on est parti assez loin de l'idée que le minimalisme, c'est d'éviter d'acheter des choses pour avoir une maison mieux rangée. C'est devenu un mode de vie complet, et même une forme de thérapie. Confronter vos possessions devient un moyen de confronter votre passé. Vous avez ceux qui cherchent à faire le tri dans leur passé avec une approche assez douce et spirituelle, ceux qui cherchent à l'instrumentaliser en jetant tout ce qui n'est plus utile aujourd'hui, et ceux qui cherchent à le fuir sans jamais regarder en arrière. Ce qui est génial avec le minimalisme, c'est qu'on peut gagner beaucoup d'argent en expliquant aux gens de ne pas acheter des choses. C'est un tour de magie assez intéressant. Regardez, on vous dit le plus important, c'est votre vie intérieure, vos expériences et vos relations. Donc il faut éliminer la plupart de vos possessions pour faire de la place pour toutes ces belles choses. Et pour les quelques objets que vous allez garder, c'est important de choisir des objets de bonne qualité qui enrichissent votre vie intérieure. Le résultat de ça, c'est que le minimaliste ne dépense pas nécessairement moins d'argent. Là où le Pékin moyen bourre sa maison d'objets pas chers fabriqués en Chine, le minimaliste achète peut-être une seule chemise par an, mais il n'a pas peur d'y mettre une jolie somme. Et il le justifiera en disant que cette chemise de meilleure qualité durera plus longtemps. Et ce que je viens de décrire, c'est la conséquence logique de la philosophie qui est annoncée par Marie Kondo. Si vous cherchez des objets qui créent une étincelle de joie, alors évidemment vous n'allez pas acheter un cuve-vapeur chez Darty. Vous allez acheter un cuiseur à riz en céramique à 75 $, plus une cuillère en bois japonaise traditionnelle à 15 $, et déguster le tout dans un bol en marronnier fait à la main à 40 $. Donc comme on pouvait s'y attendre, il y a eu beaucoup de critiques sur internet quand Marie Kondo a lancé sa boutique en raison des prix élevés de certains objets. Certains ont crié à l'hypocrisie, mais c'est mal comprendre la philosophie de l'étincelle de joie de Marie Kondo. L'autre grand marché pour les produits minimalistes, c'est les vêtements, souvent vendus sous l'angle du voyage. Donc il y a un paquet de marques de chaussures minimalistes, je vous en cite 3, les Allbirds, les Vessi et les Suaves. Ces marques ont plusieurs choses en commun. D'abord, elles sont relativement chères, généralement aux alentours de 100 $ pour une paire de chaussures. Ensuite, elles justifient ce prix en expliquant que vous allez quasiment pouvoir vivre le reste de votre vie avec une paire de chaussures. Enfin pas avec la même paire de chaussures, elle va s'user, il va falloir la remplacer, mais avec un seul modèle de chaussures. Car ces chaussures sont tellement versatiles que vous allez aussi bien pouvoir les porter en ville, que dans une sortie en montagne, que sur un bateau, ou même pour aller en boîte. Le slogan de Suaves résume bien l'idée. Faites tout avec une seule paire de chaussures. Ensuite, ces chaussures se vantent d'utiliser des matériaux high-tech ou de meilleure qualité que les chaussures classiques, ce qui leur permet d'être étanches ou de sécher très vite ou d'être confortable toute la journée. Enfin, il y a souvent un argument écologique qui se marie évidemment très bien aux idées du minimalisme. Mais le top du top des accessoires minimalistes,
c'est le sac de voyage. Vous êtes minimaliste, donc vous êtes une âme fougueuse qui aime voyager. Et vous n'allez pas commettre le faux pas de vous trimballer la valise à roulettes de Tata Yvonne dans vos aventures sur les montagnes péruviennes. Pour aller avec vos chaussures minimalistes tout-terrain, il vous faut un sac minimaliste tout-terrain. Par exemple, nos amis le duo des minimalistes ont leur marque de sac qui s'appelle Pact, qui sont vendus entre 200 et 300 $. C'est à la fois cher pour un sac et aussi pile poil dans la gamme de prix de ces marques de sacs minimalistes haut de gamme comme Minal et Tortuga. Là encore, l'idée d'avoir un sac absolument tout-terrain que vous pouvez amener dans vos aventures au bout du monde aussi bien que dans un rendez-vous professionnel. Et ce sac sera résistant et sera fabriqué avec des matériaux avancés et des finitions au top niveau, le tout saupoudré d'une conscience écologique. Grâce à une campagne de crowdfunding où ils révèlent leurs chiffres, on sait que la marque Pact a vendu 24 000 sacs depuis 2017 pour un chiffre d'affaires total de 4,6 millions de $. En 2020, le chiffre d'affaires était en croissance de 32% malgré le Covid pour atteindre 1,4 million sur l'année. Ils partagent même, ce qui est rare, leur marge, et c'est d'autant plus rare que leur marge est énorme, à 75,86%. Donc ils auraient dégagé 3,5 millions depuis le début de la marque, et un peu plus d'1 million rien qu'en 2020. Solide. L'erreur facile est de croire qu'un minimaliste est censé être détaché de ses possessions. Mais ce n'est pas le cas, parce que si vous êtes réellement détaché de vos possessions, vous vous foutez d'acheter des trucs random en plastoc ou d'avoir une maison un peu bordélique. Au contraire, les minimalistes ont tendance à être obsédés par leurs possessions. Regardez comment Matt D'Avella parle du fameux t-shirt noir qu'il porte dans toutes ses vidéos. I started to realize that every time I went to my dresser to pull out my clothes for the day, I would always go for my one favorite shirt if it was clean. And at that moment I decided, why not just get nothing but my favorite shirts? Just buy 10 of my favorite shirts and wear that every single day. Although this color, the charcoal color that everybody now knows me for because I wear it all the time on this channel, has been discontinued. They don't make it anymore. I was looking everywhere online. It's just nowhere to be found. I know. I am just as disappointed as you. Just when you thought 2020 couldn't get any worse, it's gone. Il blague un peu, mais pour un autre exemple qui est 100% sérieux, prenez le blogueur nomade digital Tainan. Chaque année, il publie une liste exhaustive de ses affaires de voyage, du caleçon à l'ordinateur, en passant par la brosse à dents. Chaque objet est minutieusement choisi. Prenez sa Breitling qui coûte plus de 4 000 $. Tainan explique qu'il l'a choisie parce que c'est la seule montre mécanique qui peut afficher les 24 fuseaux horaires et peut basculer entre eux juste en tournant la couronne. Il ne possède qu'un seul short, mais il a remué ciel et terre pour trouver un modèle avec lequel il puisse se baigner et avec assez de poches, qui sèche vite, mais qui soit en même temps assez long pour passer pour un short de ville. Dans le même style, Joshua du duo des minimalistes emporte sa propre bouilloire et son propre café avec lui parce qu'il refuse de boire du vulgaire Nespresso. I like to make coffee. I don't like to let my coffee experience be tainted by other people's bad coffee, so I bring coffee when I'm on the road as well. Either a pour over or sometimes I'll have a kettle, and there's this great instant coffee by Passenger. Now, you hear the words instant coffee and you freak out. It's the only instant coffee I would ever drink. Passenger is a great company. Et le café, c'est tout un sujet qui mériterait presque sa propre vidéo, mais je vous donne un seul autre exemple. C'est Matt D'Avella, chez qui préparer du café, c'est quasiment décrit et filmé de manière érotique. Wait 30 seconds or so. And then add the rest of your water, slowly circling in and out. I'm not doing a great job right now because I'm trying to film at the same time as pour this coffee, so I messed up a little bit. Try not to hit the paper filter or the water will just shoot down the sides, creating a weaker cup. Poussé à son extrême, le minimalisme, c'est pas un détachement de toutes vos possessions. C'est le fétichisme des quelques possessions qui vous restent. On remarque des priorités étranges dans la page à propos de Matt D'Avella. Salut, mon nom est Matt D'Avella, je suis minimaliste, réalisateur et j'ai créé le documentaire Minimalism. La plupart des gens se définissent par leur métier. Je suis entrepreneur, je suis chirurgien, je suis pompier. C'est standard. Ceux qui ont accompli quelque chose de reconnaissable l'utilisent aussi souvent dans leur bio. J'ai fondé telle entreprise connue, je suis l'auteur de tel livre, j'ai réalisé tel documentaire. Encore une fois, normal. Mais avant même son étiquette professionnelle, et avant même son plus gros accomplissement, Matt D'Avella se définit comme un minimaliste. Et ça, c'est pas anodin, parce que je joue aux jeux vidéo, mais je me définis pas avant tout comme un gamer. Je dessine un peu, mais je me définis pas comme un artiste. J'évite de polluer, mais je me définis pas comme un écolo. Donc vous définir comme un gamer, un artiste, un écolo ou un minimaliste, c'est un choix qui montre ce que vous avez envie de projeter comme image de vous-même. Et donc, Matt D'Avella ne dit pas « Bonjour, je m'appelle Matt et j'évite les achats compulsifs », il dit « Je suis un minimaliste ». Et rien que l'existence du nom commun, un minimaliste, c'est unique. Parce que si le minimalisme était seulement une esthétique basée sur des t-shirts noirs et des appartements dépouillés, alors l'adjectif suffirait. Vous pourriez avoir un appart minimaliste sans revendiquer le fait d'être
un minimaliste. Et justement, les autres styles de décoration ne sont pas devenus des identités. Si vous aimez la déco industrielle, vous n'êtes pas un industrialiste. Il n'y a pas vraiment d'étiquette pour ça, parce que votre déco ne vous définit pas en tant que personne. Mais le minimalisme, pour le coup, peut vous définir en tant que personne. Parce que le minimalisme, c'est pas juste une décoration. Alors pourquoi le minimalisme plutôt que d'autres esthétiques? Qu'est-ce que ça a de si spécial de pas avoir beaucoup d'objets? Marketing is no longer based on communicating facts about a product. Instead, they promise adventure or reputation, esteem, fulfillment, or romance. So what inner motivations are subconsciously guiding your purchases? What unhealthy motivations like greed or envy need to be rooted out? And what healthy motivations like meaning or significance need to find their fulfillment elsewhere? Ça, c'était Joshua Baker, un autre minimaliste professionnel avec lui aussi 4 livres à son actif. Apparemment, ils ont tous 4 livres. Pas 3, pas 5, 4, c'est le bon nombre pour un gourou du minimalisme. Et là, je pense qu'on peut commencer à utiliser le terme de gourou sans abus de langage. Pas que je me sois gêné de l'utiliser avant, mais maintenant on peut l'utiliser sans abus de langage. Parce que est-ce que vous avez remarqué les mots qu'il utilise? On est proche du sermon religieux avec 2 des 7 péchés capitaux qui sont cités, l'envie et l'avarice, et la promesse de trouver le sens de la vie dans le minimalisme. Et surtout, il sépare nos désirs en 2 catégories claires, les motivations pures et les motivations impures. Et ça, c'est la marque d'une religion. L'émergence d'un modèle de moralité et la séparation du pur et de l'impur. Ici ajoute la promesse qui est souvent explicitée par les gourous du minimalisme, qui est que si vous suivez le droit chemin, vous allez atteindre une certaine forme de paradis sur Terre. Par contre, et c'est contre-intuitif, il n'est pas nécessaire d'avoir un dieu pour avoir une religion. Il y a des religions sans dieu, par exemple le bouddhisme n'a pas de dieu, mais il a une grande emphase sur la pureté de corps et d'esprit, et la promesse que si vous suivez ces préceptes, vous serez libéré de votre souffrance. Et tout ça, ça rend le minimalisme assez spécial, parce qu'il n'y a pas beaucoup de styles architecturaux qui sont devenus mainstream et ont pris ces connotations religieuses chez un grand nombre de personnes. Pour ça, il a fallu une insistance constante sur la pureté du minimalisme et une chasse aux hérétiques. Prenez ça par exemple. People saying you travel with too much stuff. You have way too many forks. I swear, I've gotten this comment on my apartment videos so many times. You have too many forks. I've got 8 forks in my house. Maybe they're joking. 4 big forks, 4 small forks. That's not too many forks, whether you're a minimalist or not. Sorry, I had to get that off my chest. That was really frustrating. Si le minimalisme était juste une préférence esthétique personnelle, ce débat n'aurait pas lieu d'être. Mais c'est devenu une forme de religion avec des préceptes sacrés. Et donc si vous avez trop de fourchettes, vous êtes impur. L'autre grand tournant religieux du minimalisme qui est vraiment frappant, ce sont ces histoires de conversion qui ressemblent plus ou moins à des remixes de l'évangile. Prenez ce TEDx de l'écrivain Colin Wright qui reçoit une révélation spirituelle en regardant une chemise dans son dressing. And I was a young person making a great deal of money and experiencing professional success. And like a lot of young people who make a great deal of money for the first time in their lives, I had bought a lot of stuff. But looking at that shirt, this valuable shirt, it was nice. It was really a somewhat expensive shirt. And in that moment, I felt like Pharaoh. I felt like I was burying myself with my riches. Ou prenez Ryan du duo des minimalistes. Josh seemed happy for the first time in a really long time, like truly happy, ecstatic. But I didn't understand why. We had worked side by side at the same corporation throughout our 20s, both climbing the ranks, and he had been just as miserable as me. Something had to have changed. To boot, he had just gone through 2 of the most difficult events of his life. His mother had just passed away, and his marriage ended, both in the same month. He wasn't supposed to be happy. He certainly wasn't supposed to be happier than me. So I did what any good best friend would do. I took Josh out to lunch. I sat him down and I asked him a question. Why the hell are you so happy? He spent the next 20 minutes telling me about something called minimalism. C'est un passage assez incroyable. Il est en train de nous dire que son meilleur ami avait perdu sa mère et avait divorcé, mais il n'avait jamais été aussi heureux dans sa vie grâce au minimalisme. Genre, ma mère est morte, mais bon, c'est pas trop grave parce que mon placard à chaussures est bien rangé. Et vu sous l'angle de la religion, tout ça est parfaitement normal. Les gens qui ont une religion trouvent souvent refuge dans leur foi quand ils perdent un proche. Et apparemment, si vous perdez votre mère, vous pouvez trouver refuge dans le minimalisme. Au début de cette vidéo, je me posais la question de comment c'est possible de faire de l'argent en disant aux gens de ne pas acheter des choses. Et avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici,
L'explication est assez claire. Le minimalisme, c'est pas juste un style de décoration épuré, c'est aussi une identité. On devient un minimaliste. Et en adoptant cette étiquette, on adopte un système de valeurs. On sépare les pensées pures et les pensées impures. Et c'est bien sûr bien connu que devenir le leader d'une religion, c'est un bon moyen de gagner de l'argent. Il suffit de voir le gourou indien Rajneesh et ses 93 Rolls-Royce. Nous sommes tous en quête de sens et d'identité dans une société qui a perdu beaucoup de ses certitudes. Le minimalisme est une identité parmi d'autres à laquelle on peut se rattacher, qui nous donne des préceptes à suivre et la promesse que suivre ces préceptes peut résoudre tous nos problèmes. Le stress, les problèmes financiers, la jalousie, etc. Certains diront qu'il ne s'agit que d'une nouvelle forme de matérialisme, mais ils n'auront pas tort. Le minimaliste est loin d'être détaché des objets matériels. Au contraire, il les choisit avec soin, il les catalogue, il les compte et il les fétichise. Et oui, ça semble peu probable que le minimalisme soit capable de remplir toutes ses promesses. Je suis à peu près sûr que si je perds un membre de ma famille, je ne trouverai pas beaucoup de réconfort dans ma garde-robe minimaliste. Mais ça n'empêche pas que le minimalisme, ça a aidé beaucoup de gens, y compris moi. Le minimalisme, c'est une part importante de ma vie depuis des années, c'est pour ça que ça m'intéressait de faire cette vidéo d'analyse sur le marketing autour. Et je sais que vous l'avez pas bien vu à cause de mon plan un peu trop rapproché, mais j'ai même porté un t-shirt noir dans cette vidéo pour rendre hommage à peu près tous les youtubeurs minimalistes qui existent. Donc si vous voulez lire les écrits de Marie Kondo ou acheter le sac de voyage des minimalistes, foncez, vous allez probablement y trouver votre compte. Il y a sûrement un effet placebo dans les bénéfices psychologiques du minimalisme, et il y a un petit côté sectaire dans l'insistance sur la pureté. Mais finalement, ce qui est marquant avec les religions, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être parfaites pour que les gens qui les suivent y trouvent un bénéfice. Voilà, une autre vidéo dans la boîte, j'espère que ça vous a plu. À l'origine, cette vidéo devait aussi parler de la fin de la mode du minimalisme et de ce qui allait la remplacer. Mais j'ai décidé de faire preuve de discipline au moment de la relecture et j'ai coupé quasiment 10 minutes de script pour recentrer la vidéo sur l'idée de la religion et franchement éviter qu'elle dure 45 minutes. Donc si vous voulez voir une suite sur la tendance qui peut tuer le minimalisme, dites-moi en commentaire et laissez-moi aussi un like. Si cette vidéo marche suffisamment bien, je ferai une suite. Plus largement, si vous êtes intéressé par la psychologie humaine et le business en ligne, le meilleur endroit où commencer, c'est ma formation gratuite qui s'appelle Construire une audience qui achète. J'explique comment choisir votre idée, créer votre audience et vivre de votre business en ligne. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de moi pour vous inscrire, c'est gratuit. À la prochaine.